Retour au direct sur KTO pour la suite de cette visite du pape à Strasbourg. Le Saint-Père qui quitte à présent l'enceinte du Parlement européen. Il devrait emprunter une voiture pour se rendre au Palais de l'Europe afin donc de poursuivre cette visite aux instances européennes auprès donc du Conseil de l'Europe, pour y prononcer également un discours. Le pape qui a donc accepté également cette invitation donc, du secrétaire général du Conseil de l'Europe, monsieur Thorbjørn Jagland. Vous voyez sur vos images donc, le Saint-Père raccompagné par Martin Schulz, président du Parlement européen, qui le conduit à la sortie du bâtiment. Attention à la moto. Martin Schulz, président du Parlement européen, qui se sont retenus souvent, vous l'avez entendu, aperçu en français, mais également en allemand, évidemment, avec le pape François. Et je vous le disais tout à l'heure, le pape, avant de quitter le Parlement, après son discours devant les députés européens, s'était donc retiré quelques minutes pour s'entretenir avec des membres de la société civile et également avec le président du Conseil européen, Monsieur Herman Van Rompuy, le président actuel du Conseil de l'Union européenne, Matteo Renzi, président du Conseil italien, et le président de la Commission européenne, Monsieur Jean-Claude Juncker. Voilà la suite pontificale qui parcourt ces quelques 700 mètres qui séparent l'enceinte du Parlement européen du Palais de l'Europe où siège le Conseil de l'Europe. Il faut se souvenir qu'en 1988, comme le pape François l'a rappelé tout à l'heure dans son discours aux parlementaires, eh bien, le pape Jean-Paul II s'était rendu à ce même Palais de l'Europe, à Strasbourg, pour y prononcer un discours sur la construction européenne. Le pape Benoît XVI, quant à lui, ne s'est pas rendu à Strasbourg durant son pontificat, ayant été cependant plusieurs fois invité à se rendre au siège du Parlement par les présidents successifs de cette instance, Hans-Gert Pöttering et puis Jerzy Buzek.
Marcel, là, c'est la loi ou pas? À son arrivée, le Saint-Père sera accueilli à l'entrée principale par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, donc Thorbjørn Jagland, le président du comité des ministres, et le président de l'Assemblée parlementaire, ainsi que le président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et le président de la Cour des droits de l'homme. Et enfin, le président de la Conférence internationale des organisations non gouvernementales. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe est le principal organisme de défense des droits du continent européen. Il comprend 47 États membres, dont 28 sont membres de l'Union européenne. Et tous les États membres du Conseil de l'Europe ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, un traité destiné à protéger les droits humains, la démocratie et la primauté du droit. Voilà l'accueil de monsieur Thorbjørn Jagland, président plus exactement secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il faut savoir que là encore, il y a environ 1 millier de personnes appartenant à l'organisation du Conseil de l'Europe qui saluent l'arrivée du pape.
Rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme supervise la mise en œuvre de la Convention dans les États membres. Les particuliers, les personnes qui le souhaitent peuvent déposer des plaintes de violation des droits de l'homme à la Cour de Strasbourg, une fois les possibilités de recours épuisées dans l'État membre concerné. Sachez que l'Union européenne s'apprête à signer la Convention européenne des droits de l'homme, créant ainsi un espace juridique européen commun pour plus de 820 millions de citoyens. Le Conseil de l'Europe est un organisme qui préconise la liberté d'expression et des médias, la liberté de réunion, l'égalité et la protection des minorités. Il a lancé des campagnes sur des questions telles que la protection des enfants, les propos haineux en ligne et les droits des Roms, la plus grande minorité de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a pour charge également d'aider les États membres à combattre la corruption et le terrorisme et à entreprendre des réformes judiciaires nécessaires. Son groupe d'experts constitutionnels, connu comme la Commission de Venise, offre des conseils juridiques aux différents pays à travers le monde. Il faut savoir également que le Conseil de l'Europe promeut les droits de l'homme par les conventions internationales, comme la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence contre les femmes et la violence domestique, et celle de la Convention sur la cybercriminalité. Il surveille les progrès des États membres dans ces différents domaines et formule des recommandations à travers les organes de surveillance d'experts indépendants. Et dans les États membres du Conseil de l'Europe, eh bien, la peine de mort n'est plus appliquée. Sachez en outre que le secrétaire général donc, du Conseil de l'Europe, actuellement le Norvégien Jack Land, est élu par l'Assemblée parlementaire à la tête de l'organisation pour un mandat de 5 ans. Il est responsable de la planification et de la direction stratégique du programme de travail ainsi que du budget du Conseil. Il dirige donc et représente l'organisation. Tout comme au Parlement européen
précédemment ce matin, eh bien, le discours du Saint-Père à cette institution, à cette instance européenne, est très attendu. Rappelons que tout à l'heure, le pape, devant les députés européens, a affirmé avec force la centralité de la personne humaine, dénonçant particulièrement l'avortement et l'euthanasie. Dans un long discours duquel il a souhaité que l'Europe ne perde pas son âme, le pape a assuré que le patrimoine chrétien du vieux continent n'était pas un danger pour la laïcité, mais au contraire un enrichissement, faisant obstacle aux extrémismes et à l'oubli de Dieu. Toujours dans ce discours, à l'intérieur de cet hémicycle monumental du Parlement européen, le pape a également exhorté l'Europe à ne pas faire de la mer Méditerranée un grand cimetière, en référence bien sûr aux migrants, et à dénoncer le silence honteux et complice face aux violences barbares à l'encontre des minorités religieuses dans le monde, les chrétiens en particulier. Le Saint-Père, maintes fois applaudi, a particulièrement demandé aux eurodéputés réunis donc en séance solennelle ce matin d'abandonner l'idée d'une Europe effrayée et repliée sur elle-même pour susciter et promouvoir l'Europe protagoniste, porteuse de science, d'art et de musique, disait le pape, de valeurs humaines et aussi de foi. L'heure est venue, a encore lancé le pape aux parlementaires, de construire ensemble l'Europe qui tourne non pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables, l'Europe qui embrasse avec courage son passé et regarde avec confiance son avenir pour vivre pleinement, avec espérance, son présent. Voilà que vous découvrez donc sur ces images l'enceinte de ce Conseil de l'Europe au sein du palais même de l'Europe, donc à Strasbourg, où le pape est attendu pour son allocution. Plusieurs organes composent et œuvrent au sein du Conseil de l'Europe. Le Comité des ministres, organe de décision du Conseil, composé des ministres des Affaires étrangères de chaque État membre ou de leurs représentants diplomatiques permanents à Strasbourg. Ce Comité des ministres décide donc de la politique du Conseil de l'Europe et en approuve le budget et le programme d'activité. Il y a l'Assemblée parlementaire qui se compose, elle, de 318 députés des 47 États membres. Une assemblée qui élit donc le secrétaire général, le commissaire aux droits de l'homme et les juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Cet organisme, l'Assemblée parlementaire, fournit le forum démocratique pour les débats et les élections. Et ces comités jouent un rôle important, fondamental dans l'examen des questions d'actualité. Autre organisme, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Ce congrès est la voix de 200 000 régions et des différentes municipalités d'Europe et offre un forum où les élus peuvent débattre des problèmes communs, partager leurs expériences et élaborer des politiques. Ils travaillent
à renforcer la démocratie et à améliorer les services, donc au niveau local et régional. Et puis il y a bien sûr la Cour européenne des droits de l'homme, instance judiciaire permanente qui garantit pour tous les Européens les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle est ouverte aux États et aux individus, indépendamment de leur nationalité. Les 47 États membres du Conseil de l'Europe font partie de la Convention. À noter également la présence d'un commissaire aux droits qui, de façon indépendante, attire l'attention et traite les violations des droits de l'homme. Et enfin, 2 organismes encore participent aux activités, aux travaux du Conseil de l'Europe, la conférence des OING, les organisations internationales non gouvernementales qui sont au nombre de 400. Cette conférence fournit des liens vitaux entre les politiciens et le public et fait entendre la voix de la société civile, donc au Conseil de l'Europe. Et les travaux du Conseil bénéficient donc largement de l'expertise des OING et de leur sensibilisation aux citoyens européens. Enfin, la coopération mondiale. Le Conseil de l'Europe travaille en étroite collaboration avec l'Union européenne et coopère donc avec les Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et avec les pays partenaires proches et également du monde entier. Voilà donc le Saint-Père qui se dirige vers cette assemblée, non sans les salutations préalables. Sont présents ici les plus hauts responsables des organismes de la communauté européenne, les plus hauts dignitaires également de la suite papale.
Parmi les organes de suivi du Conseil de l'Europe, citons le groupe d'État contre la corruption, le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, le comité d'experts sur l'évaluation des mesures anti-blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Moneyval. Le rapport du Moneyval encourage les pays à développer des politiques d'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est-à-dire l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour des consommateurs qui sont en difficulté ou dans l'exclusion. Il y a également la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, le Comité européen des droits sociaux, le Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales et enfin le Comité d'experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Voilà le Saint-Père qui va à présent signer le livre d'or, cette fois donc du Conseil de l'Europe. Voilà pour cette signature à présent du livre d'or. À présent, le Saint-Père offre un médaillon avec la figure d'un ange symbolisant la solidarité et la paix. Cet ange qui embrasse et porte ensemble les hémisphères nord et sud de la Terre. Un ouvrage en bronze réalisé par Guido Verrooy.
c'est maintenant le moment de la photo officielle. Un mot sur le secrétaire général actuel du Conseil de l'Europe, donc Monsieur Jagland. Thorbjørn Jagland est né en 1950. C'est un homme politique norvégien qui appartient au Parti travailliste. Il est également président du comité Nobel norvégien et est chargé de décerner le prix Nobel de la paix. Et puis sachez que le Saint-Père a été accueilli, outre par le secrétaire général, donc par Charles Michel, Premier ministre de la Belgique, au titre de la présidence belge du Comité des ministres, par Anne Brasseur, présidente de l'Assemblée parlementaire, par Jean-Claude Frécon, président du Congrès, Dean Spillman, président de la Cour européenne des droits de l'homme, et Niels Muiznieks, commissaire aux droits de l'homme, et enfin Jean-Marie Hed, président de la conférence des OING, donc les organisations internationales non gouvernementales. Et voilà donc le Saint-Père qui pénètre dans l'enceinte de ce Conseil de l'Europe. Le pape François, His Holiness Pope Francis. En présence donc des représentants des diverses institutions du Conseil de l'Europe, à savoir les autorités présentes à l'arrivée du pape, mais également plus de 150 membres de l'Assemblée parlementaire, 47 ambassadeurs des États membres, les 100 membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, les 47 juges de la Cour européenne des droits de l'homme, les présidents de tous les comités intergouvernementaux, les représentants de la société civile, les plus hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe et les représentants des confessions religieuses. Sont présents également d'autres invités du Conseil de l'Europe lequel célèbre cette année son 65e anniversaire de fondation. Il faut savoir que les traductions sont assurées en 5 langues au sein de l'hémicycle. Et voici maintenant le mot de bienvenue du secrétaire général, M. Jagland.
Mr. Torbjörn Jagland, Secretary General of the Council of Europe. Mesdames et Messieurs, Monsieur Torbjörn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Your Holiness, welcome to the Council of Europe, the House of Democracy. Sainteté, We greet you as a head of state. bienvenue au Conseil d'Europe, We thank you la maison de la for démocratie. your great support. Nous vous saluons en tant que chef d'État. Nous vous remercions et nous vous remercions de soutien que le Saint-Siège, en tant qu'observateur auprès du Conseil d'Europe, nous a donné pendant plusieurs années. Nous vous saluons aussi en tant que leader spirituel, respecté et suivi. Vous êtes une source d'inspiration et de direction pour des millions d'Européens. Après les guerres qu'il y a eu sur ce continent, le monde a dû trouver un nouvel équilibre au niveau international. La souveraineté des nationalités et le pouvoir des majorités à l'intérieur des nations a dû être restreint et ordonné sous la base des droits humains fondamentaux. Et ces droits sont les droits naturels qui viennent du fait même que nous sommes des êtres humains. Et donc ici, nous avons mis en place un mécanisme pour quelque chose pour assurer la défense de ces droits. Il y a dans ces activités l'être humain, l'homme et la femme quelconque. La Cour permet à toute personne de recevoir justice même contre son propre État. Donner du pouvoir à ceux qui n'ont pas de pouvoir, donner la voix à ceux qui n'ont pas de voix. Comme votre prédécesseur, Saint Jean-Paul II a dit lorsqu'il a parlé ici il y a 26 ans, pour consolider le sens du bien commun. Nous apprécions votre visite ici et vous placez l'homme au centre de vos considérations en considérant la religion indépendamment de l'orientation, du genre, de la culture. Toutes les valeurs doivent être défendues et les droits de la personne humaine doivent être défendus. Et même les droits des exclus, les personnes exclues, par exemple les chômeurs, les jeunes, les sans-abri, les immigrés, les Roms et toutes les autres minorités qui sont discriminées ne doivent pas être un poids pour la société. Ils ne sont pas un poids, sont en revanche une ressource énorme. Et aussi les jeunes qui cherchent du travail, de façon qu'ils puissent grandir leurs enfants, contribuant aussi à la société et à redécouvrir la dignité de l'être humain. Nous, en tant que leaders, chefs politiques reconnus, nous voulons être au service et résoudre les problèmes de notre continent. Nous avons besoin de valeurs et de courage d'aller au-delà de la réalité d'aujourd'hui. Il y a 25 ans, lorsque le mur de Berlin est tombé, ce mur divisait les familles, les amis. Et la sagesse disait que la division de l'Europe était quelque chose qui ne pouvait pas être changé. Toutefois, avec les chefs politiques, ont compris cette situation et ont une vision qui allait au-delà de la réalité telle qu'on la voyait quotidiennement. Et ont perçu l'unification du continent. Votre prédécesseur, Jean-Paul II, a été une grande source d'inspiration dans ce processus d'unification. Aujourd'hui, vous, Pape François, vous êtes aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent faire tomber les nouveaux murs entre ceux qui n'ont pas de pouvoir, entre les pauvres et les riches, entre nous et les autres. Et en faisant comme vous, nous pouvons mieux comprendre les murs qui sont érigés, bâtis maintenant en Ukraine, par exemple, portent des dégâts
à notre continent divise les familles. Il ne faut pas l'accepter, on ne veut pas le soutenir, tout cela. Saint-Père, les valeurs, la foi continue à construire de nouveaux mondes. Nous devons renforcer l'idée d'une maison commune en Europe, une maison construite sur la justice. Nous avons une cause commune et vous êtes une inspiration pour nous, Saint-Père. Et donc, c'est un honneur pour nous de vous saluer ici, de vous adresser la bienvenue dans cette maison de la démocratie. Et j'ai le plaisir de vous inviter à vous adresser aux institutions et à tous les représentants qui sont ici présents aujourd'hui pour écouter votre parole. Merci. Voilà pour un mot d'accueil du secrétaire général, M. Jagland. Monsieur le secrétaire général, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de pouvoir prendre la parole en cette assemblée qui voit réunie une représentation significative de l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe, les représentants des pays membres, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme et aussi les diverses institutions qui composent le Conseil de l'Europe. De fait, presque toute l'Europe est présente en cette enceinte avec ses peuples, ses langues, ses expressions culturelles, religieuses qui constituent la richesse de ce continent. Je suis particulièrement reconnaissant au secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Thorbjørn Jagland, pour la courtoise invitation et pour les aimables paroles de bienvenue qu'il m'a adressées. Je salue aussi Madame Anne Brasseur, présidente de l'Assemblée parlementaire. Je vous remercie vous tous pour l'engagement que vous donnez et la contribution que vous portez pour la paix en Europe avec la promotion de la démocratie, des droits humains et de l'état de droit. Dans l'intention de ses pères fondateurs, le Conseil de l'Europe, qui célèbre cette année son 65e anniversaire, répondait à une tension vers un idéal d'unité qui à plusieurs reprises a animé la vie du continent depuis l'Antiquité. Cependant, au cours des siècles, des poussées particularistes ont souvent prévalu, caractérisées par la succession de diverses volontés hégémoniques. Il suffit de penser qu'il y a 10 ans, avant ce 5 mai 1949, où a été signé à Londres le traité qui instituait le Conseil de l'Europe, commençait le plus cruel et le plus déchirant conflit dont ces terres se souviennent et dont les divisions se sont poursuivies pendant de longues années, alors ce qu'on appelait l'orieux de fer coupé en deux le continent de la mer Baltique au golfe de Trieste. Le projet des pères fondateurs était de reconstruire l'Europe dans un esprit de service mutuel qui, encore aujourd'hui, dans un monde plus enclin à revendiquer qu'à servir, doit constituer la clé de voûte de la mission du Conseil de l'Europe en faveur de la paix, de la liberté et de la dignité humaine. D'autre part, la voie privilégiée vers la paix pour éviter que ce qui est arrivé durant les 2 guerres mondiales du siècle dernier ne se répète, c'est de reconnaître dans l'autre non un ennemi à combattre, mais un frère à accueillir. Il s'agit d'un processus continu qu'on ne peut jamais
être considéré pleinement achevé. C'est justement l'intuition qu'ont eu les pères fondateurs qui ont compris que la paix était un bien à conquérir continuellement et qu'elle exigeait une vigilance absolue. Ils étaient conscients que les guerres s'alimentent dans le but de prendre possession des espaces, de figer les processus et de chercher à les arrêter. Par contre, ils recherchaient la paix qui peut s'obtenir seulement par l'attitude constante d'initier des processus et de les poursuivre. De cette manière, ils affirmaient la volonté de cheminer en mûrissant dans le temps, parce que c'est justement le temps qui gouverne les espaces, les éclaire, les transforme en une chaîne continue de croissance sans voie de retour. C'est pourquoi construire la paix demande de privilégier des actions qui génèrent de nouveaux dynamismes dans la société et impliquent d'autres personnes et d'autres groupes qui le développeront jusqu'à ce qu'ils portent du fruit dans des événements historiques importants. Pour cela, ils ont créé cet organisme stable. Le bienheureux Paul VI, quelques années après, eut à rappeler que les institutions mêmes qui, sous le plan juridique et dans le concert des nations, ont pour rôle et ont le mérite de proclamer et de conserver la paix, n'atteignent le but prévu que si elles sont continuellement à l'œuvre, si elles savent à chaque instant engendrer la paix, faire la paix. Un chemin constant d'humanisation est nécessaire, de sorte qu'il ne suffit pas de contenir les guerres, de suspendre les luttes. Une paix imposée ne suffit pas non plus qu'une paix utilitaire et provisoire. Il faut tendre vers une paix aimée, libre, fraternelle et donc fondée sur la réconciliation des esprits, c'est-à-dire poursuivre les processus sans anxiété, mais certainement avec des convictions claires et avec ténacité. Pour conquérir le bien de la paix, il faut avant tout y éduquer en éloignant une culture du conflit qui vise à la peur de l'autre, à la marginalisation de celui qui pense vie de manière différente. Il est vrai que le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé, il doit être assumé. Mais si nous y restons bloqués, nous perdons la perspective, les horizons se limitent et la réalité, elle, demeure fragmentée. Quand nous nous arrêtons à la situation conflictuelle, nous perdons le sens de l'unité profonde de la réalité, nous arrêtons l'histoire et nous tombons dans l'usure interne des contradictions stériles. Malheureusement, la paix est encore trop souvent blessée. Elle l'est dans de nombreuses parties du monde où font rage des conflits de différentes sortes. Et elle est aussi en Europe où des tensions ne cessent pas. Que de douleurs et combien de morts encore sur ce continent qui aspire à la paix, mais pourtant retombe facilement dans la tentation d'autrefois. Pour cela, l'œuvre du Conseil de l'Europe dans la recherche d'une solution politique aux crises en cours est importante et encourageante. Mais la paix est aussi mise à l'épreuve par d'autres formes de conflits, tels que le terrorisme religieux et international, qui nourrit un profond mépris pour la vie humaine et fauche sans discernement des victimes innocentes. Ce phénomène est malheureusement très souvent alimenté par un trafic d'armes en toute tranquillité. L'Église considère que la course aux armements est une plaie extrêmement grave de l'humanité et lèse les pauvres d'une manière intolérable. La paix est violée aussi par le trafic des êtres humains, qui est le nouvel esclavage de notre temps et qui transforme les personnes en marchandises d'échange, privant les victimes de toute
dignité. Assez souvent, nous notons également comment ces phénomènes sont liés entre eux. Le Conseil d'Europe, à travers ses commissions et ses groupes d'experts, exerce un rôle important et significatif dans le combat contre ces formes d'inhumanité. Cependant, la paix n'est pas la simple absence de guerre, de conflits et de tensions. Dans la vision chrétienne, elle est en même temps don de Dieu et fruit de l'action libre et raisonnable de l'homme qui entend poursuivre le bien commun dans la vérité et dans l'amour. Cet ordre rationnel et moral s'appuie précisément sur la décision de la conscience des êtres humains à la recherche de l'harmonie dans le rapport réciproque, dans le respect de la justice pour tous. Comment donc poursuivre l'objectif ambition de la paix? Le chemin choisi par le Conseil de l'Europe est avant tout celui de la promotion des droits humains auquel est lié le développement de la démocratie et de l'état de droit. C'est un travail particulièrement précieux avec d'importantes implications éthiques et sociales puisque d'une juste conception de ces termes et d'une réflexion constante sur eux dépend le développement de nos sociétés, leur cohabitation pacifique et leur avenir. Cette recherche est l'une des plus grandes contributions que l'étude a offertes et offre encore au monde entier. In questa sede sento perciò. C'est pourquoi, en cette enceinte, je ressens le devoir de rappeler l'importance de l'apport de la responsabilité de l'Europe dans le développement culturel de l'humanité. Je voudrais le faire en partant d'une image que j'emprunte d'un poète italien du XXe siècle, Clemente Rebora, qui, dans l'une de ses poésies, décrit un peuplier avec ses branches élevées vers le ciel et agitées par le vent, son tronc solide et ferme, ainsi que ses racines profondes qui s'enfoncent dans la terre. En certain sens, nous pouvons penser à l'Europe à la lumière de cette image. Au cours de son histoire, elle a toujours tendu vers le haut, vers des objectifs nouveaux et ambitieux, animés par un désir insatiable de connaissance, de développement, de progrès, de paix et d'unité. Mais l'élévation de la pensée, de la culture, des découvertes scientifiques est possible seulement à cause de la solidité du tronc et de la profondeur des racines qui l'alimentent. Si les racines se perdent, lentement le tronc se vide et meurt, et les branches, autrefois vigoureuses et droites, se plient vers la terre et tombent. Ici se trouve peut-être l'un des paradoxes les plus incompréhensibles pour mentalité scientifique qui s'isole. Pour marcher vers l'avenir, il faut le passé. Des profondes racines sont nécessaires et il faut aussi le courage de ne pas se cacher face au présent et à ses défis. Il faut de la mémoire, du courage, une utopie saine et humaine. D'autre part, fait observer Rebora, le tronc s'enfonce là où il y a davantage de vrai. Les racines s'alimentent de la vérité qui constitue la nourriture, la sève de n'importe quelle société qui désire être vraiment libre, humaine, solidaire. En outre, la vérité fait appel à la conscience qui est irréductible au conditionnement et pour cela est capable de connaître sa propre dignité et de s'ouvrir à l'absolu en devenant source des choix fondamentaux guidé par la recherche du bien pour les autres et pour soi et lieu d'une liberté responsable.
Il faut ensuite garder bien présent à l'esprit que sans cette recherche de la vérité, chacun devient la mesure de soi-même et de son propre agir, ouvrant la voie à l'affirmation subjective des droits, de sorte qu'à la conception de droit humain qui a une portée universelle se substitue l'idée du droit individualiste. Cela conduit à être foncièrement insouciant des autres et à favoriser la globalisation de l'indifférence qui naît de l'égoïsme, fruit d'une conception de l'homme incapable d'accueillir la vérité et de vivre une authentique dimension sociale. Un tel individualisme rend humainement pauvre et culturellement stérile, puisqu'il rompt de fait les racines pro-fécondes sur lesquelles se greffe l'arbre. De l'individualisme indifférent, le culte de l'opulence auquel correspond la culture auquel correspond la culture de déchets dans laquelle nous sommes immergés. Nous avons de fait trop de choses qui souvent ne servent pas, mais nous ne sommes plus en mesure de construire d'authentiques relations humaines, empreintes de vérité et de respect mutuel. Ainsi, aujourd'hui, nous avons devant les yeux l'image d'une Europe blessée à cause de nombreuses épreuves du passé, mais aussi à cause des crises actuelles qu'elle ne semble plus capable d'affronter avec la vitalité et l'énergie d'autrefois. Une Europe un peu fatiguée, pessimiste, qui se sent assiégée par les nouveautés provenant d'autres continents. À l'Europe, nous pouvons demander où est ta vigueur? Où est cette tension vers un idéal qui a animé ton histoire et l'a rendue grande? Où est ton esprit d'entreprise, de curiosité? Où est ta soif de vérité que jusqu'à présent tu as communiqué au monde avec passion? De la réponse à ces questions dépendra l'avenir du continent. D'autre part, pour revenir à l'image de Ray Bora, un tronc sans racine peut continuer d'avoir une apparence de vie, mais à l'intérieur, il se vide et meurt. L'Europe doit réfléchir pour savoir si son immense patrimoine humain, artistique, technique, social, politique, économique et religieux est un simple héritage de musées du passé, ou bien si elle est encore capable d'inspirer la culture et d'ouvrir ses trésors à l'humanité entière. Dans la réponse à cette interrogation, le Conseil de l'Europe, avec ses institutions, a un rôle de première importance. Je pense particulièrement au rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui constitue en quelque sorte la conscience de l'Europe pour le respect des droits humains. Je souhaite que cette conscience mûrisse toujours plus, non par un simple consensus entre les partis, mais comme fruit de la tension vers ces racines profondes qui constituent les fondements sur lesquels les pères fondateurs de l'Europe contemporaine ont choisi de construire. Avec les racines qu'il faut chercher, trouver et maintenir vivantes par l'exercice quotidien de la mémoire, puisqu'elles constituent le patrimoine génétique de l'Europe, il y a les défis actuels du continent qui nous obligent à une créativité continue pour que ces racines soient fécondes aujourd'hui et se projettent vers des utopies de l'avenir. Je me permets d'en mentionner seulement deux. Le défi de la multipolarité et le défi de la transversalité. L'histoire de l'Europe peut nous amener à concevoir celle-ci naïvement comme une bipolarité, ou tout au plus comme une tripolarité, pensons à l'antique conception Rome, Byzance,
Moscou. À nous mouvoir à l'intérieur de ce schéma fruit de réductionnisme géopolitique hégémonique, dans l'interprétation du présent et de la protection vers l'utopie de l'avenir. Aujourd'hui, les choses ne se présentent pas ainsi et nous pouvons légitimement parler d'une Europe multipolaire. Les tensions, aussi bien celles qui construisent que celles qui détruisent, se produisent entre de multiples pôles culturels, religieux et politiques. L'Europe aujourd'hui affronte le défi de globaliser de manière originale cette multipolarité. Les cultures ne s'identifient pas nécessairement avec les pays. Certains d'entre eux ont différentes cultures et certaines cultures s'expriment dans divers pays. Il en est de même des expressions politiques, religieuses et associatives. Globaliser de manière originale, de façon originale, je souligne, la multipolarité comporte le défi d'une harmonie constructive, libérée d'hégémonies qui, bien qu'elles semblent pragmatiquement faciliter le chemin, finissent par détruire l'originalité culturelle et religieuse des peuples. Parler de la multipolarité européenne signifie parler de peuples qui naissent, croissent et se projettent vers l'avenir. La tâche de globaliser la multipolarité de l'Europe, nous ne pouvons pas l'imaginer avec l'image de la sphère, dans laquelle tout est égal et ordonné, mais qui en définitive est réductrice puisque chaque point est équidistant du centre, mais plutôt avec celle du polyèdre, où l'unité harmonique du tout conserve la particularité de chacune des parties. Aujourd'hui, l'Europe est multipolaire dans ses relations et ses tensions. On ne peut ni penser ni construire l'Europe sans assumer à fond cette réalité multipolaire. L'autre défi que je voudrais mentionner est la transversalité. Je parle d'une expérience personnelle. Dans la rencontre avec les politiciens de différents pays de l'Europe, j'ai pu remarquer que les politiciens jeunes affrontent la réalité avec une perspective différente par rapport à leurs collègues plus adultes. Ils disent peut-être des choses apparemment similaires, mais l'approche est différente. La lettre est la même, mais la musique est différente. Cela s'observe chez les jeunes politiciens des différents partis. Cette donnée empirique indique une réalité de l'Europe contemporaine que l'on ne peut pas ignorer sur le chemin de la consolidation continentale et de sa projection future. Tenir compte de cette transversalité qui se retrouve dans tous les domaines. Cela ne peut se faire sans recourir au dialogue, même intergénérationnel. Si nous voulions définir aujourd'hui le continent, nous devrions parler d'une Europe en dialogue qui fait en sorte que la transversalité d'opinion et de réflexion soit au service des peuples unis dans l'harmonie. Emprunter ce chemin de communication transversale comporte non seulement une empathie générationnelle, mais aussi une méthodologie historique de croissance. Dans le monde politique actuel de l'Europe, le dialogue uniquement interne aux organisations politiques, religieuses, culturelles de sa propre appartenance se révèle stérile. L'histoire aujourd'hui demande pour la rencontre, la capacité de sortir des structures qui contiennent sa propre identité afin de la rendre plus forte et plus féconde dans la confrontation fraternelle de la transversalité. Une Europe qui dialogue seulement entre ces groupes d'appartenance fermés reste à mi-chemin. On a besoin de l'esprit de jeunesse qui accepte le défi de la transversalité.
Dans cette perspective, j'accueille positivement la volonté du Conseil d'Europe d'investir dans le dialogue interculturel, y compris dans sa dimension religieuse, par les rencontres sur la dimension religieuse du dialogue interculturel. Il s'agit d'une occasion propice pour un échange ouvert, respectueux et enrichissant entre personnes et groupes de diverses origines, traditions ethniques, linguistiques, religieuses, dans un esprit de compréhension et de respect mutuel. Ces rencontres semblent particulièrement importantes dans le contexte actuel multiculturel. Nous avons une interruption due à un problème technique avec la liaison de CTV du Centre télévisuel du Vatican et Strasbourg. Nous proposons d'écouter la poursuite de ce discours à travers le document que notre rédaction nous a fait parvenir. Ces rencontres semblent particulièrement importantes dans le contexte actuel multiculturel, multipolaire, à la recherche de son propre visage pour conjuguer avec sagesse l'identité européenne formée à travers les siècles avec les instances provenant des autres peuples qui se manifestent à présent sur le continent. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre l'apport que le christianisme peut fournir aujourd'hui au développement culturel et social européen dans le cadre d'une relation correcte entre religion et société. Dans la vision chrétienne, raison et foi, religion et société sont appelés à s'éclairer réciproquement en se soutenant mutuellement et si nécessaire en se purifiant les uns les autres des extrémismes idéologiques dans lesquels ils peuvent tomber. La société européenne tout entière ne peut que tirer profit d'un lien renouvelé entre les deux domaines, soit pour faire face à un fondamentalisme religieux qui est surtout ennemi de Dieu, soit pour remédier à une raison réduite qui ne fait pas honneur à l'homme. De même, ils sont nombreux les défis du monde contemporain qui requièrent une étude et un engagement commun, à commencer par l'accueil des migrants qui ont besoin d'abord et avant tout de l'essentiel pour vivre, mais principalement que leur dignité de personne soit reconnue. Il y a ensuite le grave problème du travail, surtout en ce qui concerne les niveaux élevés de chômage des jeunes dans beaucoup de pays. Une vraie hypothèque pour l'avenir, mais aussi pour la question de la dignité du travail. Je souhaite vivement qu'il s'instaure une nouvelle collaboration sociale et économique affranchie de conditionnements idéologiques qui sache faire face au monde globalisé, en maintenant vivant ce sens de solidarité et de charité réciproque qui ont tant caractérisé le visage de l'Europe grâce à l'action généreuse de centaines d'hommes et de femmes dont certains sont considérés saints par l'Église catholique qui, au cours des siècles, se sont dépensés pour développer le continent tant à travers l'activité d'entreprise qu'à travers des œuvres éducatives d'assistance et de promotion humaine. Surtout, ces dernières représentent un point de référence important pour les nombreux pauvres qui vivent en Europe. Combien il y en a dans nos rues.
Il demande non seulement le pain pour survivre, ce qui est le plus élémentaire des droits, mais il demande aussi à redécouvrir la valeur de leur propre vie que la pauvreté tend à faire oublier et à retrouver la dignité conférée par le travail. Enfin, parmi les thèmes qui sollicitent notre réflexion et notre collaboration, il y a la protection de l'environnement, de notre bien-aimée Terre, qui est la grande ressource que Dieu nous a donnée et qui est à notre disposition, non pour être défigurée, exploitée et avilie, mais pour que nous puissions y vivre avec dignité en jouissant de son immense beauté. Monsieur le secrétaire général, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, le bienheureux Paul VI a défini l'Église experte en humanité. Dans le monde, à l'imitation du Christ, malgré les péchés de ses enfants, elle ne cherche rien d'autre que servir et rendre témoignage à la vérité. Rien d'autre que cet esprit ne nous guide dans le soutien du chemin de l'humanité. Avec cette disposition d'esprit, le Saint-Siège entend continuer sa propre collaboration avec le Conseil de l'Europe, qui revêt aujourd'hui un rôle fondamental pour forger la mentalité des futures générations européennes. Il s'agit d'effectuer ensemble une réflexion dans tous les domaines, afin qu'il s'instaure une sorte de nouvelle agora dans laquelle chaque instance civile et religieuse puisse librement se confronter avec les autres, même dans la séparation des domaines et la diversité de positions animées exclusivement par le désir de vérité et par celui d'édifier le bien commun. La culture, en effet, naît toujours de la rencontre réciproque, destinée à stimuler la richesse intellectuelle et à la créativité de ceux qui y prennent part. En outre, le fait que c'est la réalisation du bien, cela est beau. Je souhaite que l'Europe, en redécouvrant son patrimoine historique et la profondeur de ses racines, en assumant sa vivante multipolarité et le phénomène de la transversalité en dialogue, retrouve cette jeunesse d'esprit qui l'a rendue féconde et grande. Merci. Ladies and gentlemen, Mrs. Anne Brasseur, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Mesdames et Messieurs, Madame Anne Brasseur, Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Votre Sainteté, c'est un très grand honneur qui m'échoit, celui de pouvoir vous remercier au nom du Conseil de l'Europe et de son Assemblée parlementaire d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour nous porter votre message si important dans cet hémicycle de la Maison de la démocratie et des droits de l'homme et de la Maison du dialogue. Quelles que soient nos croyances
et nos convictions personnelles, notre organisation, avec ses représentants de 47 pays appartenant à des religions différentes et de membres athées ou agnostiques, vous êtes infiniment reconnaissante de lui avoir livré vos réflexions et d'avoir posé des questions justes à l'Europe sur notre vigueur, sur notre idéalisme, notre esprit de curiosité et d'entreprise. Questions auxquelles nous devons trouver des réponses. Nous saluons avec reconnaissance votre engagement pour défendre les valeurs qui sont à la base de la Convention européenne des droits de l'homme, valeurs qui unissent tous les Européens. Notre but est de construire une Europe unie sur la base de valeurs communes tout en respectant notre diversité. C'est ce qui constitue notre force et notre richesse. Dans votre adresse aujourd'hui, tout comme dans votre homélie à Lampedusa en juillet dernier, vous avez dénoncé ce que vous avez qualifié de globalisation de l'indifférence, une culture de confort individuel qui fait que nos sociétés sont de moins en moins attentives aux souffrances des autres. Je voudrais me référer au philosophe allemand Karl Jaspers, pour qui l'indifférence est la forme la plus légère de l'intolérance. Notre objectif commun doit être de renverser cette globalisation de l'indifférence. Il faut humaniser et démocratiser le processus de la globalisation. Nous apprécions particulièrement votre engagement en faveur des migrants et des personnes les plus vulnérables. Nos sociétés ont le devoir d'aider et de partager la responsabilité, indépendamment de la provenance de ceux qui fuient les conflits, la famine et la répression. La dimension religieuse du dialogue interculturel est au centre de nos préoccupations. Je vous suis infiniment reconnaissante de votre proposition de créer une nouvelle agora comme plateforme de dialogue et d'échange. Ce dialogue est plus important que jamais, alors que certains prêchent la violence et justifient les plus graves atteintes aux droits de l'homme en se fondant sur la croyance, ce qui discrédite des communautés et des cultures entières ainsi que l'essence même de la religion. Le seul moyen pour contrer cette tendance est de rester unis. Les représentants de toutes les religions ainsi que des mouvements laïques doivent réfuter ensemble toute forme de violence et de haine. Nous devons détruire l'idée que la religion peut justifier une violation des droits de l'homme et nous devons dire haut et fort que cette idée est une aberration dangereuse. Votre sainteté, votre désir de remettre en question certaines traditions reçoit tout notre soutien. Mais nous savons tous que dès qu'il s'agit de réformer, il faut de la volonté, de la persuasion et de la persévérance pour vaincre les résistances. À titre d'exemple, il me tient à cœur de souligner que dans nos pays, nous avons mis des décennies pour atteindre l'égalité formelle entre hommes et femmes. Aujourd'hui, 25 novembre, journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, nous constatons que nous avons encore un long chemin à parcourir pour obtenir une égalité effective, non seulement proclamée en droit, mais vécue et mise en œuvre par ceux qui ont la responsabilité de nos institutions. Votre sainteté, nous savons que nos valeurs et nos principes sont plus menacés que jamais. Nous avons l'obligation et le devoir de les défendre. Nous ne pouvons réussir que si nous agissons ensemble. Il y a 25 ans, Sa Sainteté, le pape Jean-Paul II, a contribué à démanteler le mur de Berlin qui divisait notre continent. Aujourd'hui, il existe encore de nombreux murs à travers le monde et nous sommes conscients du risque d'en voir de nouveaux être érigés. Ce ne sont non seulement des murs en béton, mais ce qui est peut-être plus grave encore, ce sont les murs dans nos esprits. Ensemble, nous devons les détruire et empêcher qu'émergent de nouvelles divisions. Sinon, nous trahissons nos missions essentielles. Je vous remercie, Votre Sainteté.
Voilà donc pour le salut final et conclusif donc de la présidente de l'Assemblée parlementaire du Ladies Conseil de and l'Europe. gentlemen, this concludes the solemn session. We kindly ask you to remain at your place until the departure of His Holiness Pope Francis. We thank you for your cooperation. Mesdames et messieurs, ceci conclut la session solennelle. Vous êtes priés de rester à votre place jusqu'au départ de Sa Sainteté le Pape François. Merci pour votre coopération. Le Saint-Père qui, sorti de l'hémicycle, rejoint le rez-de-chaussée par l'escalier d'honneur. Toujours acclamé, ovationné. Le Saint-Père qui, dans son discours aux membres du Conseil de l'Europe, a lancé ces questions. À l'Europe, nous pouvons demander où est ta vigueur, où est cette tension vers un idéal qui a animé ton histoire et l'a rendue grande, où est ton esprit d'entreprise et de curiosité, où est ta soif de vérité que jusqu'à présent tu as communiqué au monde avec passion. De la réponse à ces questions, disait le pape, dépendra l'avenir du continent. Un tronc sans racines, précisait le pape, faisant référence au passé et aux racines de l'Europe. Un tronc sans racines peut continuer d'avoir une apparence de vie, mais à l'intérieur, il se vide et meurt. L'Europe doit réfléchir, poursuivait le pape, pour savoir si son immense patrimoine humain, artistique, technique, social, politique, économique et religieux est un simple héritage de musées du passé, ou bien si l'Europe est encore capable d'inspirer la culture et d'ouvrir ses trésors à l'humanité entière. Je pense, disait le pape, au rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui constitue en quelque sorte la conscience de l'Europe pour le respect des droits humains. Avec les racines, disait le pape, il faut chercher, trouver et maintenir vivantes. Il faut les maintenir vivantes par l'exercice quotidien de la mémoire. Il y a des défis actuels du continent qui nous obligent à une créativité continue pour que ces racines soient fécondes aujourd'hui et se projettent vers des utopies de l'avenir. Et le pape de poursuivre, l'histoire de l'Europe peut nous amener à concevoir celle-ci naïvement comme une bipolarité ou tout au plus comme une tripolarité, pensant à l'antique conception de Rome, Byzance et Moscou. Aujourd'hui, les choses ne se présentent pas ainsi et nous pouvons légitimement parler d'une Europe multipolaire. L'Europe, aujourd'hui, affronte le défi de globaliser de manière originale cette multipolarité.
Messieurs du protocole, s'il vous plaît. Globaliser, poursuivait le pape, globaliser de manière originale la multipolarité comporte le défi d'une harmonie constructive, libérée d'hégémonies qui, bien qu'elles semblent pragmatiquement faciliter le chemin, finissent par détruire l'originalité culturelle et religieuse des peuples. Eh bien, ainsi s'achève ce rendez-vous en direct depuis Strasbourg, cette visite du pape François au Parlement et au Conseil de l'Europe. Le pape qui va maintenant rejoindre l'aéroport international de Strasbourg pour regagner Rome, le Vatican, où nous le retrouverons demain aux alentours de 10h30 pour l'audience générale, comme chaque mercredi. À la veille de ce voyage, hier, lundi 24 novembre, comme il en a l'habitude, le pape François s'était rendu en fin d'après-midi à la basilique romaine de Sainte-Marie Majeure pour confier à la Vierge Marie ce bref déplacement à Strasbourg. Et lors de cette prière d'une demi-heure devant l'icône de Marie Salus Populi Romani, eh bien, le pape a déposé un bouquet de roses bleues et jaunes aux couleurs de l'Union européenne. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cet événement. Merci à CTV, à nos confrères de l'agence Romani Média. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions. Merci à Raphaël, à la diffusion pour KTO. Merci à vous de votre grande fidélité. Je vous rappelle donc rendez-vous avec le pape demain pour l'audience générale aux alentours de 10h et non pas 10h30, 10h, comme chaque mercredi. Bonne journée à toutes et à tous.